Les buveurs d'océan par H. J. Magog. Chapitre 10. L'Empire des taupes. L'ascenseur, qui fonctionnait électriquement, s'enfonça dans le puits avec une vitesse vertigineuse. Jean s'en rendit compte parce qu'il ressentit cette impression désagréable qui, en pareil cas, prend aux entrailles. Cette descente folle dura environ 20 minutes. À la sortie de l'ascenseur, le jeune diplomate se trouva sur une sorte de place haute, voûtée, que l'électricité éclairait avec autant de puissance que le plein jour. Elle était occupée militairement et un grand nombre de soldats en armes gardaient les abords de l'ascenseur, ainsi que l'entrée d'un souterrain colossal qui y aboutissait. Un tumulte assourdissant emplissait ce lieu. Sifflets de locomotives, bruit de moteurs, halètements de pistons, chocs de marteaux, mêlés à 1000 clameurs diverses. Jean d'Entrevaux ne put retenir un cri de stupeur. De véritables trains de voyageurs et wagons pour le transport des matériaux, débouchaient du souterrain et s'arrêtaient au milieu de la place, aménagée comme une gare. La plupart des plateaux de ces trains étaient chargés de montagnes de terre ou d'un amoncellement de quartiers de rocs. Des grues gigantesques aidaient aussitôt à les déverser dans d'énormes bennes, dont un chapelet ininterrompu montait ou descendait sans cesse le long des parois d'un second puits, faisant face à celui qui servait pour la descente des hommes. Toute la mécanique moderne semblait avoir été mise en œuvre pour faire fonctionner ce chantier souterrain. Une véritable fourmilière humaine y donnait le spectacle d'une activité fébrile. C'était la cohue affairée des ports et des grandes gares, mais cela ressemblait aussi à un bagne peuplé d'esclaves travaillant sous le fouet de la chiome. Car les centaines de Chinois qui peinaient autour des ascenseurs et des bennes avaient cet air craintif et désespéré des opprimés, réduits à force de coups à une aveugle soumission. Il y avait en effet dans ces souterrains que des Asiatiques, mais les Japonais tous armés y jouaient uniquement le rôle de gardiens, tandis que les malheureux ouvriers appartenaient aux différentes races peuplant l'Asie. Un des Japonais qui avait amené Jean d'Entrevaux lui frappa sur l'épaule. « Vous êtes étonné ?» demanda-t-il ironiquement. « Émerveillé » avoua le jeune homme. « Je ne sais encore à quoi tend ce colossal effort, mais je demeure confondu devant le formidable outillage qu'ont dû nécessiter le forage de ces puits et le percement de ces galeries. »« Ce n'est rien, » répliqua le jaune. « À peine la porte d'un monde que je vais vous faire visiter. » Aidé de ses compagnons, il débarrassa le jeune Français de son masque et du kimono. « D'ici, sourit-il, on ne peut s'enfuir. Reprenez donc la liberté de vos mouvements. Vous plaît-il de me suivre de plein gré ? Je suffirai à vous guider. Vous pouvez constater que ce lieu n'est pas précisément désert et que le renfort ne me manquerait pas s'il vous prenait fantaisie de faire le méchant. » Il parlait avec un léger accent railleur que Jean dédaigna de relever. Captivé par le spectacle inattendu, le jeune Français ne songeait pas à discuter le choix de ce guide qui s'imposait. C'était un petit homme vif, au regard rusé, habillé à l'européenne et paraissant fort instruit. D'un Cicérone, on ne pouvait exiger d'autres qualités, et peu importait qu'il fût ou non sympathique. « Nous allons prendre le train, » annonça-t-il en se dirigeant vers un wagon découvert, mais muni de banquettes, attelé derrière une longue file de plateaux prêts à repartir vides. « Prendre le train ?» s'exclama Jean d'Entrevaux, en grimpant sur l'invitation de son compagnon. « Prendre le train à plusieurs centaines de mètres sous terre ?»« Oh !» fit le Japonais, « la profondeur en cet endroit est insignifiante par rapport à celle que nous atteindrons. Je vous amènerai à 6000 mètres au-dessous du niveau du sol japonais. »« 1000 mètres ?» se récria le jeune homme, impressionné. « Peut-on vivre à de semblables profondeurs ?»« Il faut croire, » répondit railleusement son guide. « Ah, dame, il fait un peu chaud, mais nous prenons quelques précautions hygiéniques, regardez. » Le train s'était ébranlé et avait pénétré dans le souterrain, boyau colossal dont la voûte avait certainement plus de 30 mètres de haut. Jean remarqua que d'énormes tuyaux de fonte,
retenus par des attaches de fer, couraient le long des parois. Leur diamètre atteignait la taille d'un homme ordinaire. « Ces tuyaux, expliqua le japonais, conduisent vers notre usine d'aération d'énormes masses d'air comprimées. Nous avons de puissants ventilateurs et un vaste système de canalisation nous permet de refouler jusqu'aux parties les plus profondes et les plus éloignées de notre empire souterrain des renforts d'air respirables. Nous refroidissons, par le même procédé, les galeries, dans lesquelles la chaleur est trop élevée. Tenez, nous arrivons au groupement central des usines. » Le train pénétrait, en effet, dans un vaste rond-point, encombré de constructions. Là encore, c'était un concert de trépidations, de grondements et de sifflets. L'intensité de l'éclairage égalait celle que Jean n'avait cessé d'admirer depuis son entrée dans la mine. Il voyait rassemblées là toutes les ressources de la mécanique. De puissants accumulateurs s'apercevaient sous des hangars. Dans l'air, c'était un enchevêtrement de fils, de câbles et de courroies, filant à toute vitesse. Des réservoirs colossaux, analogues pour la forme à ceux des usines à gaz, mais cubant infiniment davantage, occupaient le centre du rond-point. 5 galeries en étoile partaient de ce carrefour. Chacune, comme celle que venait de traverser Jean, était munie de 2 voies ferrées. Un système complexe d'aiguillage permettait de lancer vers la place des ascenseurs les trains qui en sortaient. Jean s'étonna de ne point voir au-dessus des usines les habituelles cheminées. « Nous n'usons guère que de la houille blanche, » répondit le guide. « Vous pourrez voir que tout fonctionne à l'électricité. »« Vous avez donc trouvé des chutes d'eau ?» questionna le jeune homme. Le japonais sourit. « Nous en avons créé, et d'intarissables, ou presque. Je vous montrerai cela. Quant aux fumées des rares foyers indispensables, nous ne pouvions songer à les laisser se répandre librement dans l'atmosphère de nos souterrains. L'air y est déjà suffisamment vicié. Nous les canalisons donc dans des tuyaux branchés sur les retours d'air, et tout cela est refoulé vers une cheminée spéciale, qui leur permet de s'échapper à l'air libre. Notre train repart. Voulez-vous le reprendre ? Visiter en détail cette cité des machines ne vous intéresserait guère. Il vaut mieux que la locomotive nous emporte dans la direction d'un de nos grands chantiers. Là, je pourrai enfin vous expliquer quel but nous poursuivons. Ils reprirent leur place et de nouveau, des kilomètres de galeries défilèrent interminablement devant les yeux de Jean. À chaque instant, leur train croisait d'autres trains qui remontaient, chargés de déblais. Et le jeune homme songea aux monstrueuses masses de débris qu'il avait fallu sortir des entrailles du sol, fouillées par ces étranges taupes. « Et tout cela s'en va là-haut » demanda-t-il en montrant la voûte et les kilomètres d'écorce terrestre qui les séparaient de la surface. « Tout est remonté et jeté dans l'océan » répondit le guide. « Depuis que nous travaillons, de cette mine et des autres, les débris ainsi extraits ont fait reculer les flots. La superficie de Yezo a doublé. » À ce moment, ils croisèrent d'autres wagons, qui n'étaient pas chargés de terre mais de colis lugubres, alignés les uns sur les autres. Jean d'Entrevaux distingua des faces jaunes et livides, des traits tirés, des membres rigides, des corps roidis, recouverts de blouses terreuses. « Des cadavres, » annonça froidement le japonais. « On meurt beaucoup sous la terre. Vous devinez qu'en dépit de nos précautions, le séjour n'y est pas très sain. Parmi les ouvriers de nos chantiers extrêmes, notamment, la mortalité est effroyable. Ce n'est pas qu'à coups de millions que nous avons pu réaliser notre œuvre. Comme Moloch, elle a exigé des vies humaines, beaucoup de vies humaines. »« Des milliers sont morts ainsi ?» demanda Jean, qui frissonna. « Dites des millions, il y a 30 ans que l'hécatombe dure, et surtout, pendant les premiers travaux, un homme ne faisait pas long feu. Chaque jour, le moindre chantier en dévorait plusieurs centaines, et je ne tiens pas compte de ceux qui périrent victimes des éboulements et autres accidents inévitables. Ne vous êtes-vous jamais demandé où étaient passées ces multitudes qui, jadis, pullulaient dans les campagnes chinoises ou sur les rives du Gange ? Voilà la cause de ce dépeuplement. Nous avions besoin d'ouvriers, nous les avons utilisés. Saluez, Français, c'est le péril jaune qui passe, et il est défunt. » Jean, hébété, regardait fuir le train funèbre. Et soudain il songea aux milliards évanouis, aux masses humaines disparues.
Nul n'avait deviné quel gouffre engloutissait ses trésors et ses vies. Lui était le premier à l'apprendre. « Mais pourquoi ?» balbutia-t-il. « Vous le saurez. Quel peuple aura plus fait que le Japon pour le bien-être universel? On était trop, là-haut. Nous avons fait de la place. » Il sourit bizarrement. « Et nous en ferons davantage, » conclut-il. « Tous ces cadavres, tant de cadavres, » murmura Jean écœuré. « Qu'en avez-vous fait? N'était-ce pas un danger ?»« On les brûle, » répondit brutalement le Japonais. « Vous êtes passé tout à l'heure devant le four crématoire. Il est électrique, naturellement, et ses dimensions permettent de consommer plusieurs milliers de corps par 24 heures. Il fonctionne jour et nuit. »« Horrible, » soupira le jeune homme. « Cœur sensible, quelle est l'œuvre qui n'a pas sacrifié d'existence? Le nombre ne multiplie pas la cruauté du fait. Le crime, si crime il y a, existe totalement pour chaque être qui disparaît. Dès lors qu'on consent à en condamner un, il n'est pas plus barbare d'en supprimer des millions. La nature fait constamment de la vie avec la mort. Nous l'imitons. » Jean garda le silence. Le cynisme de ces révélations l'emplissait d'horreur et d'épouvante, non moins que la vue du lugubre convoi. Et même la disparition de ce dernier ne le libéra pas du cauchemar. Les heures fuyaient, comme la double ligne d'acier des rails derrière le train. Le Japonais abandonnait son compagnon à sa mélancolique méditation. Le silence, maintenant, emplissait l'interminable souterrain, interrompu seulement de temps à autre par la rafale des trains croisés. Soudain, de vagues rumeurs s'entendirent, venant de l'horizon, minuscules, vers lequel courait le convoi. Elles augmentèrent peu à peu et devinrent ce bruit inanalysable et complexe qui est comme la respiration des agglomérations. Des constructions apparurent, échelonnées le long des voies, puis le souterrain s'élargit et le nombre des constructions augmenta. Elles se groupaient par pâtés, formant entre elles des rues, le long desquelles passait le train. « Une ville? Une ville souterraine ?» s'exclama Jean, repris par l'émerveillement. Le train s'arrêta sur une place, et le guide fit descendre le jeune Français. « Nous nous restaurerons et nous nous coucherons ici, dit-il. Là-haut, il fait nuit bien que vous ne vous en aperceviez pas, et notre voyage durera quelques jours encore. » Ils avancèrent par les rues étranges, privés de cette brise factice que créait la rapidité de leur course. Jean respirait avec peine. Le Japonais le remarqua. « Vous vous sentirez plus à l'aise à l'intérieur de notre hôtel, promit-il. Les hauts fonctionnaires, il en faut pour diriger ces multitudes, ont des demeures fort confortables, abondamment pourvues d'oxygène et à l'intérieur desquelles la température est maintenue à un chiffre de degrés raisonnable. L'une d'elles va nous hospitaliser. » Celle dans laquelle ils pénétrèrent et où Jean trouva en effet tous les agréments annoncés lui parut un séjour de délices, après la gêne des souterrains. Un court repos le remit d'aplomb, et sa curiosité réveillée, il voulut visiter la ville. À peine dehors, il fut frappé par la mine cadavéreuse et l'aspect squelettique des malheureux qu'il croisait. Seuls les soldats japonais conservaient un air de force et de santé. Les autres, minés par les souffrances et les mauvais traitements, dépérissaient et faisaient pitié. « On dirait des damnés », murmura involontairement le jeune diplomate. « Ce ne sont que des condamnés », riposta son guide en souriant. « De tous ces hommes, un nombre infime à peine reverra la lumière du jour. Les autres trouveront ici le trépas d'une manière ou d'une autre. La nécessité de garder nos travaux secrets nous a obligés à une inflexible règle. Et ils ne se révoltent pas ?» Avant que le Japonais eût pu répondre, un tumulte éclata à l'extrémité de la rue. Jean vit soudain accourir une horde vociférante, à laquelle les soldats japonais opposèrent en un clin d'œil une infranchissable barrière. On entendit un commandement, des fusils s'abaissèrent et des feux de salve crépitèrent. Fauchés par les balles, les premiers rangs des révoltés s'abattirent et la foule recula. Alors les Japonais se précipitèrent sur elle à coups de crosse et s'emparèrent d'un certain nombre de fuyards. « L'événement s'est chargé de ma réponse, » dit le guide en ricanant. « Cela arrive quelquefois et se termine toujours ainsi. On va maintenant torturer les prisonniers et cela procurera au reste quelques semaines de sagesse. Ne sont-ils pas assez punis par leur esclavage dans cet abominable souterrain ?
murmura Jean, frémissant d'indignation. « Rentrons, j'en ai déjà trop vu. » Après une nuit de repos, le voyage reprit, rapidement monotone. L'interminable souterrain oppressait le jeune homme et la traversée des villes infernales le révoltait. Il lui fallait faire appel à toute sa force de volonté pour ne pas hurler d'épouvante au fond de son tombeau ou ne pas s'enfuir au hasard le long de l'interminable galerie en appelant l'air et le soleil. Le 8e jour, enfin, le train s'arrêta au bord d'un gouffre qui semblait s'enfoncer à perte de vue dans les entrailles de la terre. Au-dessus, la voûte s'entaillait d'une sorte de dôme quadrangulaire, une formidable cage, de près d'1 kilomètre de côté et d'une hauteur de plus de 100 mètres. Les parois de cette carrière aérienne, percées d'une infinité de logettes et d'amorces de galeries, se hérissaient de gigantesques échafaudages, sur lesquels travaillaient des milliers d'hommes, et des machines perforatrices, installées sur des ponts de planches, suspendus au-dessus du gouffre, attaquaient inlassablement son plafond. Le guide montra le gouffre. « Cet abîme, dit-il, vous conduirait jusqu'au feu central, si vous aviez le courage d'en tenter l'exploration. C'est une des nombreuses fissures qu'a laissé, dans l'épaisseur de notre globe, le refroidissement de la masse ignée. Celle-ci est de taille, comme vous pouvez en juger. Des milliers d'êtres humains y sont risqués, et plus des 9/10 de ces hardis sondeurs y ont trouvé la mort. Mais les survivants ont rapporté de précieuses indications, précieux surtout pour l'orientation de notre œuvre. » demanda Jean d'Entrevaux, qui est un secret, le secret du Japon. Mais pour vous, il peut sans inconvénient cesser d'en être un. Apprenez donc quel but poursuivent ces hommes, que vous voyez creuser dans le roc de cette voûte de gigantesques fourneaux de mine. Remarquez, auparavant, que cette formidable entaille, cette calotte de près d'1 kilomètre carré, coïncide avec ce gouffre, qui vraisemblablement atteint le centre de la Terre. Et sachez aussi que nous nous trouvons en ce moment à moins de 500 mètres sous la fosse de Tuscarora, profonde, comme vous le savez, de plus de 6000 mètres. Ne devinez-vous pas maintenant ce que font ces hommes ? Jean fixa sur son interlocuteur des yeux hallucinés, d'épouvante. L'étrange guide sourit. « Eh bien, dit-il froidement, ils sont en train de préparer la brèche par laquelle le Pacifique se videra dans les entrailles de la Terre. Ils veulent mettre l'océan à sec. »